Tout le monde veut que ça change, mais personne ne veut changer. Albert Einstein. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices du cours quelles sont les caractéristiques de l'eau dans ces trois états. Et comme toujours, on commence par le rappel de cours. Vous savez tous que l'eau se trouve dans la nature sous trois états physiques, solide, liquide et gazeux, et chaque état a ses propres caractéristiques. Prenons par exemple l'état solide. Donc, vous savez tous que l'état solide ou bien les glaçons ont une forme propre, un volume constant. On a déjà vu que pour l'état solide, bien sûr, il y a deux classes. Il y a soit les solides qu'on les appelle compacts et les autres que les appelle non compacts. Les solides compacts et non compacts peuvent être saisis entre les doigts. Par contre, pour les solides non compacts ou bien dévisés, donc ils n'ont pas de forme propre, c'est-à-dire ils prennent la forme du récipient qui les contient. À propos de l'état liquide, bien sûr, l'eau à l'état liquide ou bien les liquides n'ont pas de forme propre. Ils ont une surface plane toujours et horizontale. Bien sûr, on est en train de parler de la surface libre et un volume constant. On peut considérer les liquides comme étant des fluides, bien sûr. Et pour l'état gazeux, leur volume change, donc il varie. Il occupe tout l'espace disponible. L'autre chose, c'est que les liquides font partie des fluides. Très bien. Passons maintenant aux exercices. Donc on commence notre premier exercice. Ça sent la rose. Paul va offrir un bouquet de fleurs à Fanny. Pour la surprendre, il cache le bouquet derrière son dos. Mais, lorsqu'il entre dans la pièce, Fanny sent immédiatement l'odeur des fleurs. Et comme qu'elle sent une demande, explique ce phénomène. Vas-y, je compte sur toi. Très bien. Bien sûr, Fanny a senti l'odeur des fleurs car les gaz se répandent, c'est-à-dire ils sont expansibles et occupent donc tout l'espace mis à leur disposition. Donc les gaz, on sait tous que les gaz, bien sûr, ils sont donc expansibles et ils occupent tout l'espace mis à leur disposition. Très bien. Passons maintenant au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, donc c'est un exercice aussi simple, mais là, on va bien sûr comparer les propriétés des liquides à celles des gaz. Suivez avec moi. Pistonné. Un même volume d'eau a été placé dans deux seringues, A et B. Dans l'une d'elles, l'eau est à l'état liquide, dans l'autre, elle est à l'état gazeux. Le piston est pressé, c'est-à-dire on a poussé le piston de la même façon dans les deux cas, sans être relâché. Donc on a poussé le piston, donc dans les deux cas sans le relâcher. Qu'est-ce qu'on remarque dans la figure? Donc bien sûr pour la première seringue, ou plutôt la seringue A, donc le volume est plus grand que celle B. Le volume est plus grand que l'autre seringue B. Pour la question, il nous demande « Donne des arguments pertinents de rencontre l'état de l'eau contenu dans chaque seringue à partir des pressions exercées. » Vas-y. Donc, je vais essayer d'aider un petit peu. Donc, pour la seringue A, on remarque que le volume est plus grand que celle B. Autre chose, donc les deux seringues ils sont bouchées. Donc, on a bouché les orifices des deux seringues. Et la troisième des choses à savoir, c'est que donc on a exercé la même pression. Vas-y. Très bien. Bien sûr, les volumes de départ sont identiques. Donc, on a commencé par les mêmes volumes des deux seringues. Lorsqu'une pression est exercée sur le piston, le volume de la vapeur d'eau, c'est-à-dire le gaz, donc là on est en train de parler de l'eau à l'état gazeux, donc la vapeur d'eau,
La seringue contenant le plus petit volume est donc celle remplie de vapeur d'eau. Du coup, c'est la B. Très bien. L'autre contient de l'eau liquide car son volume ne change pas. Donc, dans la seringue A, on a l'eau à l'état liquide et dans la seringue B, on a l'eau à l'état gazeux. Très bien. Autre chose à savoir, c'est que, bien sûr, pour l'état gazeux, donc, ou bien les gaz, ils sont compressibles et expansibles, c'est-à-dire leur volume change, donc il peut soit augmenter, soit diminuer. Par contre, pour l'état liquide, non. Comment? Pour l'état liquide, on sait tous que les liquides ont un volume constant. Très bien. Maintenant, on va passer à l'exercice suivant. Et maintenant, on est arrivé au dernier exercice. Donc, c'est un exercice étoile 3, mais bon, c'est simple, ne vous en faites pas. Je suis sûr que vous pouvez répondre à cet exercice. Juste, il faut que tu te concentres un petit peu. Donc, je vous lis l'énoncé de cet exercice. On est au niveau. Les maçons peuvent utiliser un tuyau et de l'eau pour déterminer si un mur conserve son horizontalité sur de longues distances. Le tuyau peut servir de niveau s'il est rempli d'eau. Et comme question, on a: comment les maçons utilisent-ils le tuyau pour vérifier le niveau d'un mur? Très bien. Bon, ils nous ont aidés par l'image suivante. Donc, ils nous ont demandé d'illustrer, bien sûr, le niveau à bulle. Mais bon, moi, je l'ai déjà fait. C'est pas grave. J'ai déjà rempli le tuyau. Vas-y, je compte sur toi pour répondre à cette question. Parfait, très bien. Donc les maçons remplissent le tuyau avec de l'eau et placent chaque extrémité du tuyau au sommet du mur. La surface libre de l'eau est toujours horizontale si le niveau du mur est correct. L'eau ne débordera pas. Donc bien sûr, si les deux extrémités sont remplies et si le mur est droit, bien sûr, l'eau reste toujours dans le tuyau. Par contre, si le mur est penché, donc l'eau débordera par l'une des extrémités du tuyau. Très bien. En revanche, s'il n'est pas correct, de l'eau s'écoulera alors par une des extrémités. Cette opération peut être répétée en déplaçant le système, même sur de longues distances. Donc on peut bien sûr déplacer notre système tout au long du mur. Très bien. Donc je pense que c'était clair, c'était facile. Autre chose à savoir, c'est que pour les caractéristiques de l'eau, bien sûr, ou bien les caractéristiques de la matière, ou bien sous ces trois états, c'est très simple. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Merci. Le soleil était très fort cet été. Lorsque le soleil réchauffe l'eau, celle-ci devient de la vapeur d'eau et monte vers le ciel. C'est ce qu'on appelle l'évaporation. Oh, je comprends à présent. C'est la raison pour laquelle les seaux du village sont vides. L'eau s'est évaporée. Mais où est passée l'eau? Bonne question, sire. Une fois que l'eau se transforme en vapeur d'eau, elle monte dans le ciel. Comme il fait plus froid dans le ciel, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Tu veux dire que tous les nuages dans le ciel sont faits de milliers de gouttes d'eau? Exactement. C'est ce qu'on appelle la condensation. Et après, que se passe-t-il? Comment récupérer l'eau? Une fois que le nuage est formé, les gouttes d'eau deviennent de plus en plus grandes et de plus en plus lourdes. Le nuage grossit et ne peut plus contenir les gouttes d'eau. Alors, elle retombe au sol. C'est la pluie? C'est de là que vient la pluie? Oui, la pluie, ce sont les lourdes gouttes d'eau qui tombent des nuages. C'est ce qu'on appelle la précipitation.
Lorsqu'il pleut, l'eau tombe au sol et coule, jusqu'à arriver à des réservoirs naturels. Est-ce que vous pouvez deviner quels sont ces réservoirs naturels? Des endroits avec beaucoup d'eau. Oh, des lacs, des sources, des rivières et la mer. C'est bien ça, Sir. C'est ce qu'on appelle les réservoirs naturels d'eau. Et c'est notre dernière étape dans le cycle de l'eau. Laisse-moi répéter les étapes. Évaporation. Lorsque le soleil brille fort, l'eau s'évapore et monte vers le ciel. Condensation. Dans le ciel, vu qu'il fait plus froid, la vapeur d'eau se transforme en gouttes d'eau et forme un nuage. Précipitation. Les gouttes d'eau sont plus grandes et lourdes. Elles tombent et donc il commence à pleuvoir. Et la dernière étape est celle des réservoirs naturels. L'eau coule vers la mer, les rivières, les sources d'eau et les lacs. Et ce processus recommence. Évaporation, condensation, précipitation, et finalement l'eau se retrouve dans les réservoirs naturels. Maintenant, je comprends le cycle de l'eau.